tous. Au nom de la direction de la formation, de Madame la directrice, nous avons l'honneur d'aborder avec l'équipe de Betna, du CHU de Betna, un sujet qui est très d'actualité. Actuellement, les problèmes néphrologiques prennent de l'ampleur, même si personnellement, par rapport aux enseignants, je ne connais pas exactement les données, mais de bouche à oreille, j'entends parler de problèmes néphrologiques qui commencent à devenir de plus en plus importants, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Aujourd'hui, on abordera l'enfant et il y aura comme sujet la dialyse péritonéale en urgence chez l'enfant. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous le professeur Mission, et néphrologue, et le professeur Hajar, Hadef Johar, je me suis trompée, Hadef, du service de pédiatrie. Merci à vous. Je voulais en passant, j'ai le programme ici sous les yeux. Nous allons aborder alors l'insuffisance rénale aiguë chez l'enfant, sa fréquence et ses étiologies, les urgences de dialyse chez l'enfant, la dialyse péritonéale en urgence et quelles solutions aborder, quel abord péritonéal prendre, quelle technique choisir, les prescriptions sur mesure, les complications de la dialyse péritonéale en urgence, les recommandations internationales et notre expérience. Nous avons une diversité de populations, nous avons en plus du médecin généraliste, bien sûr, que je fais rentrer à chaque fois. Il y aura le pédiatre, les néphrologues et les réanimateurs. Je vais vous demander par ailleurs, quand vous présentez vos questions, d'écrire votre profil. On aimerait bien savoir est-ce qu'il y a des spécialistes et des différents spécialistes qui existent. Merci à vous, professeur Johra. Johra, vous avez fait une formation avec moi en pédiatrie, Oui, avec oui, l'âge. tout à fait, madame. C'était un Oui, tout à fait. plaisir. Il y a Je suis rhumatopédiatre. Oui, Aya. merci beaucoup. Merci pour cette introduction, Sahar Mdankoum. Merci pour cette opportunité, en fait, d'être avec mon ami Soumia ici pour parler donc d'un sujet d'actualité qui intéresse donc plusieurs spécialités, en fait. Donc, et là, je vais faire une petite introduction avant que mon ami donc va parler avec détail sur la dialyse péritonéale. Et donc, je vais parler comme pédiatre de l'insuffisance rénale donc chez l'enfant. Euh, alors, on sait très très bien, quand vous l'avez dit, donc que c'est un problème majeur de santé publique, non seulement dans notre pays ou dans les pays sous-développés, mais partout dans le monde. En fait. Et on sait que chez l'enfant, ça fait la prise en charge qui est un peu particulière parce que l'enfant, il a un problème de plus, un souci de plus, c'est la croissance en fait. Et on sait très bien que le pronostic a été amélioré grâce à la transplantation rénale. Alors, on va parler un petit peu de la maladie rénale chronique. C'est quoi en fait? C'est qu'elle est définie par la présence pendant plus de 3 mois par de marqueurs d'atteinte rénale qui peuvent être donc en fait des anomalies morphologiques qu'on peut détecter donc à l'échographie ou d'autres examens, des anomalies histologiques sur biopsie rénale, sur des anomalies donc biologiques, protéinurie, hématurie, leucocyturie ou donc la baisse du débit de filtration glomérulaire qui doit être donc au-dessous de 60 cc minutes par 1,73 mètres carrés. Donc, en fait, on ne peut pas appliquer cette définition sur les enfants de moins de 2 ans parce qu'il y a ce débit donc, qui est physiologique. Le débit physiologique, il est inférieur à celui des enfants plus âgés et des adultes. Donc, on n'a pas vraiment une classification. Et on sait très bien que cette baisse est mesurée par la clairance de la créate.
par la formule donc de Schwartz, la plus utilisée chez l'enfant. La clairance donc corrigée, donc c'est le K fois taille sur la créate. Et cette baisse donc qui va mesurer donc la clairance. Donc on sait que la valeur de K varie donc selon le poids de l'enfant. Alors, on sait donc que ces maladies va être selon la sévérité, elle va être classée donc selon des stades donc, de sévérité croissante. Donc, selon le niveau de cette filtration, selon le rapport donc, du groupe Kidney Disease qui a été établi en 2012, donc, et selon cette classification, on peut dire que la gravité, elle est légèrement, c'est légèrement diminué, modérément diminué ou sévèrement, ou carrément on est en insuffisance rénale terminale. Alors, si on veut, on ne va pas trop détailler, c'est juste un petit mot sur la physiopathologie. Donc, on sait que l'altération, ces maladies rénales chroniques, c'est une altération de toutes les fonctions rénales. Et donc il y a des fonctions rénales, c'est-à-dire on n'a plus cette élimination des déchets. Donc, on sait très bien que le rein, donc, il est responsable d'une partie donc d'élimination de déchets, en particulier les déchets. C'est pour cela qu'on aura après une élévation de l'urée, créate, acide urique. On sait très bien qu'il participe à l'équilibre et le maintien de la composition du milieu intérieur, l'équilibre acido-basique et hydroélectrolytique. Il a aussi une fonction endocrine, synthèse de la vitamine D et d'érythropoïétine, pardon, et on sait aussi qu'il contrôle donc la pression artérielle. Donc en fait, si on a une altération de ces fonctions, on aura donc sans aucun doute donc une anémie qui est normochrome lombocytaire régénérative. Bien sûr, quand cette filtration est avoisine de 30 cc minutes, on aura des troubles phosphocalciques et osteodystrophiques rénales, l'hypocalcémie, l'hypophosphorémie, troubles de l'équilibre acido-basique, on aura une acidose métabolique chronique, une HTA, des troubles endocriniens, troubles de la croissance, c'est important chez l'enfant, retard pubertaire, c'est important chez l'enfant, c'est l'avenir de l'enfant, et on aura donc un métabolisme protéique énergétique donc, qui va être augmenté avec une dénutrition, et le métabolisme lipidique avec l'hyperlipidémie. Alors, ce qui est important pour nous après ce petit rappel, c'est le diagnostic positif. Et en fait, on le sait toujours, le rein, cet organe qui est muet, c'est très difficile donc de s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, les manifestations chroniques qui peuvent attirer notre attention, c'est la pâleur constante, des troubles digestifs à type d'anorexie, nausée permanente, vomissement, un prurite, un retard staturopondéral, un retard psychomoteur ou un retard pubertaire. Au stade avancé, on ne veut pas arriver à ça. Donc, on va trouver une HTA. Donc, on peut trouver aussi un syndrome hémorragique, des crises convulsives ou carrément donc péricardite hémorragique. Il y a aussi des signes d'ostéodystrophie rénale, des déformations, rupture tendinineuse spontanée, des fractures, des douleurs osseuses, signes de rachitisme. Alors, pour les aspects biologiques, donc là, on aura par la rétention des déchets azotés, donc la créate et l'urée qui vont être élevées, la clairance qui va aussi être basse. Donc, pour l'eau, au début, donc, on aura une polyrue polydipsie. À stade avancé, on aura carrément des troubles de la dilution avec des complications redoutables, que ce soit l'HTA, l'œdème pulmonaire, l'œdème cérébral. On a l'acidose métabolique qui est chronique et on a les troubles ioniques qui sont très graves aussi, qui sont menaçants l'hypercalémie et l'hyponatrémie de dilution, surtout l'hypercalémie. Alors, les autres aussi, on aura des troubles de l'hémostase, troubles de la fonction, donc des fonctions plaquettaires, que ce soit donc ce qui concerne donc la fonction plaquettaire ou le facteur 3, donc aussi donc l'adhésivité à la cavité des plaquettes ou donc diminution du facteur 3. Les troubles métaboliques et hormonaux, donc on aura donc diminution, on n'arrive plus à tolérer donc les hydrates de carbone parce qu'il y a une résistance à l'insuline. On aura aussi l'hypertriglycéridémie, parfois même le cholestérol qui va donc être élevé dans le sang et toute la régulation donc hormonale va être donc perturbée avec trouble de la croissance. Alors, très important pour nous, quels sont les facteurs qui vont donc faire accélérer donc, la progression de cette insuffisance rénale chronique? C'est la protéinurie qui sera massive, donc la protéinurie donc, qui va donc accélérer cette progression, l'HTA non contrôlée, l'anémie, donc tout ce qui est produit néphrotique comme les AINS, aminosides qui passent par le rein, les infections urinaires donc, et systémiques, et si l'enfant est diabétique, le déséquilibre glycémique aussi n'est pas bon pour donc, la fonction rénale.
Bon, pour le diagnostic différentiel, là, c'est pas vraiment un diagnostic différentiel, mais entre une insuffisance rénale aiguë et une insuffisance rénale chronique, là où, dans le contexte d'une insuffisance rénale aiguë, où le contexte, donc, on a un petit peu un contexte qui est clinique qui attire notre attention, un choc où il y a un obstacle urinaire, mais la chronique, donc il n'y a pas de spécificité, c'est ça le problème dans les pathologies donc, rénales qui passent à bas bruit. La créatinine antérieure qui est normale, aiguë, mais qui est diminuée donc, en cas de chronique. Les troubles ioniques en fonction de la gravité, toutes les deux, il n'y a pas de différence. La taille des reins, parfois elle est normale dans l'aiguë, mais souvent diminuée, et selon l'étiologie bien sûr, dans la chronique. La calcémie, elle est normale dans l'aiguë, mais dans la chronique, elle est souvent diminuée. Et l'anémie qui est absente dans l'insuffisance rénale aiguë, mais elle est présente parce qu'il y a l'altération de la fonction rénale qui a pris du temps. Donc, il y a un retentissement. Alors, pour les étiologies, on a beaucoup, malheureusement. Donc, on a en premier lieu les uropathies malformatives. Et donc là, c'est très important de faire donc, une bonne prise en charge donc, des infections urinaires qui sont révélatrices dans la majorité des cas et faire un bon suivi. Après, donc, il y a hypoplasie rénale, il y a les néphropathies, tout ce qui est héréditaire, que ce soit la ou syndrome d'Alport, la polykystose, la cystinose, l'oxalose, malgré que c'est rare, mais parfois il faut les chercher, un syndrome néphrotique congénital. On est en train de voir qu'il y a une augmentation donc, de la fréquence. Et les néphropathies glomérulaires acquises, que ce soit donc syndrome néphrotique corticorésistant ou les glomérulonéphropathies, donc que ce soit endo-extra-capillaire ou les néphropathies à IgA. On a aussi la néphropathie donc, du PR ou maladie de système, les lupus. Surtout, on sait très bien que chez l'enfant, donc la néphropathie du pic, elle est très grave et elle est parfois révélatrice du lupus, donc et elle est très sévère. Donc quand même, ça fait donc une entité très importante donc à connaître et à traiter. Il y a aussi les maladies rénales vasculaires comme le CHU, thrombose des veines rénales et la nécrose corticale. Alors, pour les complications, pourquoi on craint donc l'insuffisance rénale chronique? On sait très bien que les complications les plus redoutables, on peut avoir donc des anémies sévères. La rétention hydrosodée, ça peut donner des œdèmes, HTA ou AP. Les troubles du métabolisme phosphocalcique, ça peut donner même des conditions hypocalcémiques. On peut avoir des troubles du rythme, soit par l'hypercalémie ou l'acidose. Et d'autres donc, complications d'acidose, que ce soit donc, une protéolyse musculaire ou donc des encéphalopathies carrément ou des polynévrites uriniques. Euh, on a aussi les troubles osteosquelettiques, que ce soit des osteodystrophies, que ce soit surtout chez nous, donc le retard statural, c'est très important, où il y a donc avec l'altération endocrinienne donc associée, on a l'amylose dans certaines pathologies qui surviennent en général à l'âge ado ou adulte, mais quand même à craindre. Et on a donc pour les autres, c'est beaucoup plus donc à long terme qu'on pourra avoir des troubles endocriniens type d'aménorrhée, stérilité ou risque de néoplasie. Ou ce qui est important pour nous aussi, c'est la qualité de vie de l'enfant parce qu'il y a un grand impact. Et le plus important chez nous, c'est d'assurer donc une vie le plus normale, si on peut possible, pour cet enfant. Alors, pour la prise en charge de l'insuffisance rénale donc chronique, on sait que on a toujours ce traitement conservateur. On va essayer à tout prix donc de conserver cette fonction rénale, qu'elle ne va pas s'altérer en plus, et pour éviter les complications et qu'on a déjà citées. Donc, il y a pour lutter contre l'ostéodystrophie, il y a avant, je pense. Voilà. Donc, on commence premièrement par la diététique. Donc, on le sait très bien, comme chez l'adulte, il y a une restriction de l'apport protéique, donc de l'apport donc énergétique. Donc, on a donc 80 kilocalories par kilo par jour. L'apport hydrique, donc si on a la terminale, donc il faut que ce soit donc il y aura une restriction à faire. Il y a donc
Il y a aussi donc la calémie, donc il faut limiter les apports donc, en potassium et s'il y a nécessité, donc il faut faire on peut passer il faut limiter si on n'est pas dans une calémie qui est menaçante, donc il faut toujours commencer par la diététique avant de passer à tout ce qui est médicamenteux et la natrimie toujours on sait qu'elle est de dilution donc on ne va pas donc la corriger. Pour l'autre traitement, donc partie de traitement conservateur, il y a la lutte contre l'osteodystrophie rénale. Donc, il faut corriger l'hypocalcémie. Donc, on donne 6 mg par mètre carré par jour, le alpha, donc 0,5 à 1 microgramme par jour. La correction de l'hypophosphorémie, décalateur intestinal du phosphore et donc du calcium au milieu du repas. L'hormone de croissance, donc on peut la donner, la norditropine, donc de 0,045 à 0,05 mg kg jour en sous-cut. Et les indications, elles sont bien claires en prépuberté et s'il y a vraiment une taille donc, qui est moins de déviation standard, donc où la vitesse de croissance où elle est limitée, donc elle ne dépasse pas les 4 cm par an, là c'est indiqué. Alors, le traitement de l'anémie, bien sûr, on sait qu'il faut donc mettre l'érythropoïétine de 80 à 120 000 120 unités internationales par kilo par semaine en subcute. Donc, l'administration ne doit être débutée qu'après la correction d'une anémie carentielle. Donc, c'est pour cela qu'il faut avoir une ferritinémie normale pour pouvoir la commencer. Et on doit atteindre un taux 13, 11 et 13 d'hémoglobine. Le traitement de l'anémie carentielle, il faut commencer donc par ça, donc la supplémentation martiale de 5 à 10 mg par jour, et même on peut arriver donc vénofère dans certains cas, donc où on peut passer à la voie IV. Euh, pour corriger l'acidose métabolique chronique, donc on a le bica, donc le bica de sodium, donc 2 à 3 millimoles kilo jour. L'HTA, donc si elle est liée à l'inflation, c'est l'Azinix. Si elle est liée à l'hyperinémie, donc on a les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les inhibiteurs calciques et les bêta-bloquants. Et il y a un point très important pour nous comme pédiatres, donc la vaccination, il faut savoir qu'on va respecter donc le calendrier vaccinal donc normal. Alors, on arrive donc au traitement substitutif. Donc là, l'épuration, elle est importante extra-rénale. On sait quand est-ce qu'on va l'indiquer. On va voir ça donc, en détail avec mon amie Soumia. Donc, donc on sait que l'insuffisance rénale terminale, donc là où le débit donc, il est inférieur à 15 cc par minute, la péricardite urémique, la polynévrite urémique, l'urgence de dialyse. Donc, les modalités, on sait qu'on a l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Et donc, l'indication de dialyse en urgence qu'on va voir après donc, en détail, on sait que nous, comme pédiatres, quand est-ce qu'on va demander donc, une dialyse péritonéale? C'est en cas d'OAP ou hémodialyse, donc en cas d'OAP rebelle au traitement médical ou anurie, une hypercalémie donc, qui est menaçante, avec donc, soit elle est supérieure au taux donc, de 6,5 donc millimoles par litre ou des signes électriques. L'acidose sévère avec un pH inférieur à 7,10 ou avec un taux de les bicarbonates de 10 millimoles par litre. L'urée donc supérieure à 3 grammes par litre avec encéphalopathie urémique. S'il y a donc une altération de l'état de conscience, des vomissements inconversibles donc, ou insuffisance rénale donc, chronique sévère avec HTA donc rebelle. Donc, on a fait, je pense, on va parler après sur l'étude donc, de l'insuffisance rénale, peut-être dans la partie pratique, quelques petits chiffres. Donc, je pense que je vais m'arrêter donc ici dans le traitement, donc pour passer la parole à mon ami Soumia pour vous parler avec plus de détails donc sur le sujet d'aujourd'hui sur la dialyse péritonéale. Je vous remercie. Est-ce que vous faites pour les questions, vous faites deux communications en commun, Jusqu'à la fin, pédiatrie et Madame Goubert. néphro, hein? À la fin. À À la la fin fin. peut-être. Oh, d'accord. Donc, notez vos questions pour la fin. راح لكم كل شيء. Je partage. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, bonjour tout le monde, ou Sahar Mdankom. Je suis ravie
d'entendre et de parler avec Madame Gougem, de vous voir tous à travers cette plateforme pour vous parler d'un sujet qui est très intéressant, celui de sauver des enfants algériens par la dialyse péritonéale en urgence. Donc, comme vous savez, elle l'a dit mon ami professeur Hedef, l'insuffisance rénale chronique est un véritable fléau dans notre pays. En fait, il est tellement fréquent que ça pose un problème de santé publique. Il s'agit d'une naissance sur 10 000 en Algérie. Ça touche les enfants avec des taux très très élevés, notamment 8 nouveaux cas par million d'enfants et par an. Ça touche plus souvent les enfants de race noire, donc les enfants du sud algérien, les adolescents, mais aussi et surtout les nouveau-nés. Donc il faut faire très attention à ces enfants-là. Alors, qu'est-ce qui pourrait engendrer une insuffisance rénale chronique chez nos enfants? Bien sûr, la première étiologie, c'est les malformations urinaires. Donc, il faut vraiment attirer l'attention de nos amis gynécologues lors de l'échographie 3D du deuxième trimestre pour vérifier la présence et le système urinaire s'il est intact. La deuxième cause, c'est les maladies héréditaires. Et Dieu seul sait combien le mariage consanguin en Algérie fait ravage. Donc, quand je parle de maladies héréditaires, c'est surtout la polykystose rénale. Il y a des familles entières, même des villages entiers qui ont cette pathologie. Ça va évoluer avec l'âge vers la dialyse. Donc, c'est un véritable problème dans notre pays. La troisième cause, la troisième éthologie, c'est les néphropathies glomérulaires et elles sont assez fréquentes quand même chez nos enfants. Donc, le but est de prévenir l'évolution de l'insuffisance rénale jusqu'à le stade terminal, le stade du danger pour nos enfants. Donc, c'est le sujet, Inch'Allah, d'une autre conférence. Si on parle d'insuffisance rénale aiguë, nos enfants sont aussi très, très, très touchés, malgré qu'il n'y a pas d'études pour déterminer la fréquence en Algérie. Donc, si on parle d'insuffisance rénale aiguë, il y a l'insuffisance rénale fonctionnelle, ça veut dire que le rein est tout à fait normal. Le problème, c'est qu'il ne reçoit pas assez de sang pour faire ses fonctions, pour filtrer le sang et l'épurer. Donc, il peut s'agir d'une déshydratation, d'une hémorragie. Et comme vous savez, ces deux cas de figure sont fréquents chez les enfants, mais aussi les enfants avec des problèmes cardiaques. Donc, si la pompe cardiaque est défaillante, le rein ne reçoit pas assez de liquide, donc il ne peut pas fonctionner. Et la quatrième possibilité, c'est que l'enfant soit sous traitement qui modifie la circulation intrarénale. Alors, il faut faire très attention parce que je suis vraiment en colère quand je vois des enfants qui prennent des INS juste pour une fièvre. Donc, il faut faire très attention. Ces médicaments sont très, très, très dangereux. Ils peuvent basculer l'enfant vers la dialyse d'une d'une journée à une autre. Donc, comment ça se passe? Comment ils agissent, ces fameux INS? Donc, ils vont faire une vasoconstriction de l'artériole afférente. Vous voyez, le rein, il est là, il est fonctionnel. Il y a assez de liquide dans l'organisme, mais il ne rentre pas dans le rein. Donc, il est vécu par cet organe comme une déshydratation ou comme une hémorragie. Donc, il est indispensable de contre-indiquer, sauf bien sûr quand c'est vraiment indispensable, les INS chez les enfants. La deuxième insuffisance rénale aiguë à laquelle il faut faire attention, c'est l'insuffisance rénale urologique, c'est-à-dire post-rénale. Le rein est normal, il reçoit assez de liquide, il produit des urines, mais ces urines ne sont pas évacuées. Et chez les enfants, on a deux cas de figure. Soit les malformations urinaires type valve de l'urètre postérieur, parce que c'est vraiment malheureux de voir des enfants algériens évoluer vers l'insuffisance rénale pour une malformation aussi banale qui peut être diagnostiquée en prénatal et qui peut être traitée en 5 minutes. Donc, il faut faire attention à ces enfants-là, mais aussi les enfants avec un rein unique qui présentent des lithiases urinaires. Et c'est une situation qui n'est pas aussi rare, hein. Les enfants ont beaucoup de lithiases. La troisième insuffisance rénale aiguë, c'est l'insuffisance rénale intrarénale. Ça veut dire que le rein est malade. Il reçoit assez de liquide, les urines sont évacuées, mais c'est lui qui est malade. Ici, il n'y a pas photo. Dans le rein, il n'y a pas 36 000 structures qui peuvent être malades. C'est soit le glomérule, soit les vaisseaux, soit l'interstitium.
Alors, pour faire un peu la part des choses entre ces trois atteintes qui font toute la différence pour un néphrologue, en fait, il faut aller mollo et utiliser des techniques de diagnostic très accessibles, notamment les bandelettes urinaires et un tensiomètre. Et on peut faire la différence et faire un diagnostic très fin. Donc, lorsqu'il s'agit d'une atteinte tubulo-interstitielle, ici, la maladie ne touche pas le glomérule. Donc, c'est l'interstitium et les tubes. Dans ce cas, l'insuffisance rénale sera silencieuse. Qu'est-ce que ça veut dire silencieuse? C'est-à-dire, quand je prends la tension artérielle chez cet enfant, je la trouve normale. Quand je lui fais un lapsix, je ne trouve rien, ni protéinurie, ni hématurie. Dans ce cas, on appelle cet état clinique une insuffisance rénale aiguë silencieuse, sans aucun autre symptôme. Ici, on propose directement l'étiologie tubulo-interstitielle et on l'adresse telle qu'elle vers le néphrologue. Maintenant, lorsqu'on suspecte que l'atteinte est plutôt glomérulaire, ici, l'abscisse, vous imaginez, il est vraiment riche. C'est-à-dire qu'on aura une HTA, une protéinurie, une hématurie. Et on peut, dans ce cas, écrire une lettre d'orientation vers le néphrologue de qualité, l'orientant déjà dès le départ. Donc, quand on parle d'atteinte glomérulaire, il s'agit bien évidemment de la GNA, le syndrome néphritique aigu, ou bien du syndrome de GNRP. Donc, le syndrome de GNRP est une urgence absolue. Elle est rare chez l'enfant, mais quand même, il faut y penser. Donc, quand on a un enfant avec une insuffisance rénale aiguë, avec un lapsix riche, c'est-à-dire protéinurie, hématurie et tension artérielle élevée, il faut soit penser à une GNA, un syndrome néphritique aigu, soit penser à la GNRP. Et dans les deux cas, il faut avoir une interaction avec un néphrologue. La troisième atteinte possible, c'est l'atteinte des vaisseaux. Et ici, c'est un tableau complètement différent. Vous avez vu, la tubulo-interstitielle, elle est silencieuse. La glomérulaire, elle est très riche. La vasculaire, elle est entre les deux. En fait, quand on fait un lapsix, on trouve absolument rien. Mais ce qui est différent de l'atteinte tubulo-interstitielle, c'est que dans l'atteinte vasculaire, on a l'HTA au premier plan. Et comme ça, avec des techniques toutes bêtes, on peut faire une orientation étiologique très précise pour aider les néphrologues dans leur conduite à tenir et ainsi qu'on puisse, nous, néphrologues, aider les pédiatres pour sauver cet enfant. Vous avez compris, un enfant aura besoin d'une dialyse lorsqu'il a une insuffisance rénale aiguë, qu'elle soit pré-rénale, rénale ou post-rénale. Lorsqu'il s'agit d'une insuffisance rénale aiguë sur une insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire qu'il y a un épisode aigu sur un fond chronique, ou bien lorsqu'il s'agit d'une insuffisance rénale chronique terminale. Alors, c'est quoi ces urgences de dialyse qui menacent nos enfants? Il y en a plusieurs. En fait, c'est tout trouble métabolique qui menace la vie, notamment l'hypercalémie, l'OAP, l'hyponatrémie qui est très sévère, qui peut entraîner des troubles neurologiques, l'acidose métabolique sévère avec un pH inférieur à 7,2, mais aussi et surtout, c'est l'oligourie. L'oligourie de plus de 24 heures, elle est dangereuse. Et encore plus, l'anurie de plus de 12 heures, c'est une indication absolue à la dialyse. Donc, face à une urgence de dialyse, il faut choisir vite. En fait, le néphrologue, le réanimateur vont choisir entre trois techniques. Soit l'hémodialyse, la dialyse péritonéale ou bien l'hémodiafiltration. Alors, comment on fait notre choix? Pardon. Donc, il est tout à fait normal que vous allez me dire pourquoi ne pas sauver cet enfant en 30 minutes chrono en utilisant l'hémodialyse. C'est une technique accessible en Algérie et on peut vraiment le faire d'une façon simple. Mais attention, je vais vous expliquer quelques étapes. Pour dialyser un enfant, il faut avoir un accès vasculaire. Vous savez, l'hémodialyse, c'est faire sortir le sang en extracorporel, le faire passer dans une machine et dans un filtre pour épurer les toxines. Donc cet apport vasculaire, il faut l'avoir à la taille de l'enfant. Ce n'est pas les mêmes tailles de vaisseaux entre un enfant et un adulte. Et en Algérie, il y a un problème de matériel. On n'a pas les cathéters pour les enfants de moins de 20 kilos. Il faut le dire et le redire.
En plus, dans le circuit extracorporel, il y a des lignes. Donc, dans le monde, il y a les lignes néonatales, les lignes nourrissants et les lignes pédiatriques. En Algérie, on n'a que les lignes pédiatriques. Donc, si on met tous ces savoirs, ces informations l'une à côté de l'autre, il faut savoir que malgré qu'on a une diversité de matériel, on n'a pas accès à un matériel spécifique à l'enfant. Si on fait les lois de la dialyse, c'est-à-dire qu'il y a une surface de dialyse qui est équivalente à la surface corporelle de l'enfant et une circulation extracorporelle qui ne dépasse pas 10% de la masse sanguine, avec le matériel existant en Algérie, on ne peut pas dialyser et hémodialyser les enfants en sécurité pour tout enfant dont le poids est inférieur à 15 kg. Donc 15 kg est la barrière raisonnable et médicalement, c'est-à-dire médico-légalement possible en Algérie. Bien sûr, vous allez me dire, certains centres dialysent des enfants plus jeunes, avec des poids plus bas, avec des matériels existants. Oui, d'accord, mais ça, Professeur c'est un... Missom, professeur Missom, oui, smahli li, hein. On vient de oui. m'appeler pour une réunion très importante. Je vais vous laisser et s'il y a le moindre petit problème, vous m'appelez sur le téléphone, Je d'accord? vous appelle. D'accord, il n'y a pas de Oh, souci. merci, je vous laisse gérer. Bon courage. Slama. Donc, médico-légalement, si on dialyse un enfant avec le matériel existant en Algérie, dont le poids inférieur à 15 kilos, s'il y a une complication, c'est le médecin qui est en cause et ils peuvent nous attaquer en justice. Donc, certes, l'hémodialyse est une technique idéale pour le grand enfant. Elle permet une élimination du danger en c'est-à-dire en 30 minutes. Mais elle a des points négatifs. Elle nécessite un abord vasculaire qui est délicat chez les enfants. Elle nécessite une anticoagulation qui est délicate chez l'enfant. Et elle nécessite un cœur solide. C'est comme une épreuve d'effort, l'hémodialyse. C'est une circulation extracorporelle. Le corps doit supporter cette circulation extracorporelle. Donc, l'hémodialyse n'est pas adaptée pour les enfants dans la petite enfance. Parlons maintenant du centre de cette communication, c'est la dialyse péritoniale. Alors, Rabbi Subhanahu nous a donné une membrane naturelle, qui est la membrane péritoniale, qu'on va utiliser pour permettre l'épuration des toxines chez les enfants. Donc, au contact de cette membrane, on va mettre un liquide. Un liquide dont la composition est judicieusement étudiée. Donc, logiquement, lorsqu'on veut éliminer une toxine, ce liquide doit avoir la concentration de cette molécule à zéro. Comme ça, avec l'osmose et la diffusion, on peut éliminer avec un passage de cette toxine du sang vers le liquide. Donc, autrement dit, on va utiliser el-meiz ou el-hulul, les techniques les plus basiques dans la terre. Donc, on met un cathéter à l'intérieur du ventre de cet enfant, à travers lequel on va introduire un liquide dont la composition est très, très, très judicieusement étudiée pour permettre d'éliminer les toxines. Donc, si on veut éliminer le potassium dans le liquide infusé est à zéro, ce qui va permettre au potassium dans le sang de passer par diffusion dans le liquide. Il y a aussi le problème de l'ultrafiltration, c'est-à-dire qu'on est obligé d'éliminer l'eau en plus. Donc, dans une membrane comme ça naturelle, on va utiliser une molécule qui est osmotiquement active, c'est-à-dire qu'elle attire l'eau. Et dans la dialyse péritoniale, en l'occurrence, la molécule osmotiquement active, c'est le glucose. Donc, le glucose, par force osmotique, va absorber le liquide en plus. Et comme ça, avec une technique toute simple, on peut faire les mêmes performances que l'hémodialyse, mais en toute sécurité. Donc, les points positifs de la dialyse péritoniale, c'est qu'elle soit proposable à tout âge. Elle permet d'éliminer d'une façon efficace les toxines. Mais comme toute technique, elle a des côtés négatifs aussi, hein. La DP, elle permet une correction lente, beaucoup plus lente que l'hémodialyse. L'hémodialyse, elle règle le problème en une demi-heure. L'ADP, il lui faut 24 heures. Donc, il faut un engagement des médecins. Et elle nécessite l'ADP à une cavité péritoniale intacte. Donc, bien sûr, pour introduire un cathéter dans une cavité péritoniale, l'enfant ne doit pas avoir eu déjà des interventions chirurgicales, tout simplement parce que l'intervention chirurgicale va entraîner des adhérences au niveau du péritoine et on ne pourra pas avoir une cavité intacte.
Donc, quand je propose la dialyse péritonéale, plusieurs questions se bousculent dans ma tête. Quel abord péritonéal utiliser? Quel cathéter utiliser? C'est simple, il y a des recommandations. En 2014, ils ont prescrit et défini les recommandations. Donc, on doit utiliser le cathéter de Tenkov. Pourquoi de Tenkov? Parce que c'est lui qui a toutes les qualités pour permettre une dialyse efficace. Donc, ce cathéter de Tenkov est disponible, très largement disponible en Algérie. La taille de ces cathéters va dépendre de l'enfant. En fait, la taille du cathéter est exactement la distance entre l'ombilique et le pubis, parce que ce cathéter doit être posé dans le cul-de-sac de Douglas. Donc, pour des enfants dont l'âge est différent, bien sûr, le cathéter va être différent. Tout dépendra de cette distance-là. Le cathéter va avoir une sortie. Cette sortie, elle est différente, que ce soit l'enfant ait un âge supérieur à 3 ans ou inférieur à 3 ans. Donc, si l'enfant est à un âge inférieur à 3 ans, le cathéter doit sortir en sus ombilical. Alors, vous allez me dire pourquoi? Tout simplement parce que les enfants de moins de 3 ans sont porteurs de couches. Et il est complètement impossible d'envisager de mettre un cathéter qui est en contact direct avec le péritoine dans une couche. Donc, pour les enfants de moins de 3 ans, la sortie du cathéter, l'émergence du cathéter doit être en sus ombilical, loin des couches. Et pour les enfants de plus de 3 ans, la sortie peut être en sous-ombilical. Alors, on préfère le sous-ombilical pour suivre la pesanteur. Ça va nous aider pour drainer, pour infuser et drainer. Alors, quelle technique utiliser? Alors, la dialyse péritonéale aiguë, elle a trois techniques. Il y a la technique la plus simple, la plus rudimentaire qu'on peut faire même en temps de guerre. Et il y a des techniques plus sophistiquées. La technique rudimentaire, celle qu'on utilise nous-mêmes au CHU maintenant, c'est la DP aiguë continue. Elle procure une clairance de 15 millilitres minute, qui est quand même pas mal. Sachant que l'hémodialyse, elle procure 18 millilitres minute. Donc, on est équivalent. Donc, il s'agit d'introduire des volumes de liquide de dialysa, des petits volumes, et en fait, infuser et drainer, faire des cycles comme ça de dialyse péritonéale, ce qui va permettre d'éliminer les toxines. Alors, pourquoi on infuse et on draine? Tout simplement pour que le liquide intrapéritonéal ne soit pas saturé. À chaque fois, on rajoute un nouveau liquide qui est à concentration zéro des toxines pour avoir un meilleur bénéfice de diffusion. La deuxième technique qui est plus sophistiquée, on a besoin d'un dialyseur, c'est-à-dire une machine. Celle-là, elle va permettre de faire la dialyse péritonéale aiguë d'une façon automatisée. Donc, le médecin n'a pas besoin d'être au contact ou au chevet de son patient pendant 12 ou 24 heures. Alors, si vous avez remarqué ici, on infuse un liquide, mais on ne draine pas complètement. Vous voyez sur le schéma. Alors, pourquoi on ne draine pas complètement? Parce que tout simplement, c'est une machine et elle va aspirer avec une force négative. On a peur d'incarcérer le liquide plein. Donc, il faut toujours mettre un peu de liquide, garder un peu de liquide à l'intérieur du péritoire. Et comme ça, l'enfant n'aura pas de douleur. La technique super sophistiquée, c'est la DP à flux continu. Alors ici, il y a deux seringues électriques, l'une infuse et l'autre draine en permanence. C'est une qualité de dialyse extrême. Elle est meilleure que l'hémodialyse. Donc, quel type de soluté je vais introduire? Bien sûr, il faut être très, très, très intelligent dans ce type de dialyse. Il faut introduire un liquide qui est le moins inflammatoire possible. Et ce liquide est disponible en Algérie. Alors, ce liquide est disponible en Algérie avec plusieurs concentrations. Il faut choisir la concentration qui est la plus adaptée à l'urgence de l'enfant. Alors, comment prescrire? Tout simplement, il faut demander à un chirurgien de placer un cathéter. Lorsque le cathéter est mis en place, on va commencer la dialyse péritonéale aiguë. Alors, on commence par 10 millilitres kilo chez l'enfant et on va faire des échanges répétés avec un temps de stase bien déterminé, nous permettant à fur et à mesure jusqu'au troisième jour d'éliminer toutes les toxines. Donc, c'est une dialyse qui va prendre du temps, mais elle est 100% efficace. La question qui se pose, d'accord, je sais que je dois introduire 10 millilitres kilo pour un enfant, mais combien je vais laisser de temps de stase? En fait, les CADICO 2014 ont bien précisé
il faut laisser le temps de stase de 30 minutes lorsque l'urgence, la première urgence chez l'enfant, c'est l'hypercalémie. Pourquoi? Parce que le potassium a besoin de 30 minutes pour diffuser. Donc, il est plus judicieux de renouveler le liquide après 30 minutes. Maintenant, si l'urgence première est l'hyperurémie, c'est-à-dire c'est l'urée qui pose problème, l'urée pour diffuser, il a besoin de 60 minutes. Donc, pour être judicieux et intelligent dans sa technique, on va laisser une stage de 60 minutes, comme ça, avant de renouveler le liquide, comme ça pour profiter au maximum de chaque infusion. Cet enfant doit être surveillé, bien sûr, parce qu'il y a des complications à surveiller et à traiter. Toute technique a des complications. Donc, les plus fréquentes en dialyse péritonéale aiguë, c'est la fuite du dialysa. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tellement on remplit, on infuse et on draine, le liquide peut fuir parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une cicatrice jeune. L'enfant vient de poser un cathéter en intrapéritonéal et on commence déjà les échanges. Donc, il faut être très, très minutieux et avoir un pèse-poche pour savoir exactement combien j'introduis dans le ventre pour ne pas par la suite développer des fuites à travers la cicatrice, donc les points de suture, à travers les points de suture. La deuxième complication possible, c'est que le cathéter ne fonctionne pas. Ça, c'est assez fréquent. Donc, le problème, c'est que les enfants ont beaucoup, beaucoup de gaz et beaucoup d'adénopathie mésentérique, ce qui fait que le cathéter ne reste pas en place, il se déplace. Et le problème dans le déplacement du cathéter, c'est qu'on peut infuser, il n'y a pas de souci, mais le drainage est très, très difficile. Et là, il faut toujours, toujours avoir à ses côtés un laxatif. Donc, le laxatif va permettre, avec les spasmes intestinaux, de remettre le cathéter en place. Comme ça, avec des techniques toutes simples, on peut sauver des vies de jeunes enfants algériens. Une complication très très banale, c'est l'hémorragie. Ici, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas avoir peur d'un liquide rouge. Il faut juste mettre un peu d'héparine. Alors, on met d'héparine, peut-être que ça vous semble paradoxal, mais pas du tout. On met l'héparine, en fait, pour empêcher qu'il y ait un caillotage et permettre au cathéter de fonctionner pour qu'il ne se bouge pas. Donc, c'est une complication très très banale. Cette couleur rouge va disparaître avec les échanges à chaque fois qu'on rince. Une complication possible, c'est les hernies chez les enfants qui ont une paroi abdominale fragile. Donc, quand on introduit des liquides, on peut provoquer une hyperpression intra-abdominale et provoquer des hernies. Là, il ne faut pas s'inquiéter. On continue, on enlève l'urgence et puis l'hernie, elle se traite chirurgicalement et il n'y a pas de souci. En fait, l'hernie est très, 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 très rare. Ça veut dire, ça exprime que le médecin qui a dialysé n'a pas bien calculé le liquide qu'il introduit dans l'abdomen. C'est pour ça qu'il faut S'il être vous très, très plaît, minutieux. professeur, essayez de parler un peu plus Oui, vite, parce qu'apparemment, le son se coupe chez certains. Donc, essayez de parler un peu plus vite, un peu moins vite. d'accord. Ah, Ok, d'accord. merci. Moins vite, moins vite. Ok. La complication suivante, c'est les troubles métaboliques. Il ne faut pas oublier qu'on introduit un liquide qui est riche en glucose. Je vous ai parlé de ce glucose comme la molécule osmotiquement active, celle qui va attirer l'eau. Le maize. Donc, lorsqu'il y a du glucose à l'intérieur de l'abdomen, l'enfant va l'absorber. C'est tout à fait naturel. On absorbe du glucose. Donc, il y a un risque d'hyperglycémie. Ici aussi, il ne faut pas s'inquiéter, c'est une complication banale et on peut la gérer avec de l'insuline. Alors, je vous dis tout de suite, l'insuline, on ne va pas l'injecter en subcutané. On va la mettre dans le liquide de dialysa. Oui, 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 parce que le péritoine est une membrane vraiment spectaculaire et elle peut absorber et à travers laquelle on peut introduire des médicaments d'une façon très, très, très simple. Donc, si on a une hyperglycémie, c'est une complication tout à fait banale qui cède dès l'arrêt de la technique. La deuxième complication métabolique, c'est l'hypocalémie. En fait, c'est le signe d'une efficacité accrue. Donc, on dialyse et on fait des échanges rapides et courts. Et comme je vous ai dit, le potassium, c'est une toute petite molécule. Elle passe en 30 minutes. Donc, quand on fait la dialyse péritonéale, on risque d'aller vers l'hypocalémie, tellement elle est efficace. Ici aussi, ce n'est pas une complication grave. Il faut tout simplement rajouter un peu de potassium dans le liquide de dialyse, 3 à 4 milli-équivalents, tout simplement pour enrichir le liquide
et ainsi diminuer le mouvement du potassium. Donc, on aura moins de risque d'hypocalémie. Si vous avez l'hypocalémie en dialyse péritonéale, c'est que vous êtes d'excellents médecins. Vous avez fait une excellente dialyse. La complication suivante, c'est la perte d'albumine. Il faut savoir que le péritone est une membrane vivante. Donc, quand on fait des échanges à travers une membrane vivante, on perd des protéines, notamment l'albumine. Donc, il faut faire attention au régime de cet enfant parce qu'on a tendance à dire qu'il faut limiter les protéines chez les enfants. Oui, chez les enfants en insuffisance rénale, mais pas chez les enfants qui sont sous dialyse parce qu'ils perdent des protéines. Il faut les remplacer. Et ça, je vous promets que c'est très, très bien accueilli par les mamans. Elles sont contentes de nourrir leurs enfants avec des aliments qui étaient interdits avant. La complication la plus logique et la plus attendue, c'est une infection. Il faut savoir que c'est un cathéter qui a accès directement au péritoine à l'intérieur de l'organisme et dans le bout extérieur et en contact avec l'air, donc avec notre respiration, avec tous les microbes qu'il y a dans l'atmosphère. Donc, une infection du péritoine est une complication extrêmement fréquente, mais qui n'est pas... Donc, je dis péritonite, ne pensez pas péritonite chirurgicale, hein. C'est une péritonite médicale, très, très, très banale, qui est jugulable avec des antibiotiques qu'on a introduits à travers le liquide péritonéal. Donc, ce n'est pas en IV, c'est en intrapéritonéal. Et ça va céder très vite avec des antibiotiques type céphalosporine de troisième génération. Donc, vous avez remarqué que toutes les complications de la dialyse péritonéale aiguë sont des complications faciles à gérer, jugulables, qui ne font pas peur. Donc, il ne faut pas hésiter à sauver des enfants en petit âge, en petit poids, parce que ces enfants-là, après avoir été sauvés de l'insuffisance rénale aiguë ou de l'insuffisance rénale chronique, ils ont tout un futur en Algérie depuis l'avènement de la transplantation rénale. On va voir ça tout à l'heure. Donc, comment savoir que je suis efficace? Comment savoir que mon enfant dialyse correctement? Il faut évaluer la qualité de cette dialyse péritonéale. En fait, à l'étranger, ils calculent le KT sur V de la DP. Moi, personnellement, qui est une fervente c'est-à-dire que je pratique la DP très très souvent, je ne le fais pas tout simplement parce que j'ai un autre paramètre qui est tout à fait accessible et qui est facile à faire et qui peut me donner une idée très, très, très précise de la qualité. En fait, c'est le débit d'extrafiltration. Qu'est-ce que ça veut dire? J'introduis une quantité de liquide qui est 10 millilitres par kilo. Je vais drainer à la fin de mon cycle et je vais voir la quantité de liquide que je draine. Si elle est supérieure à la quantité de liquide que j'infuse, ça veut dire que je dialyse correctement. Mon but est d'avoir une ultrafiltration dans chaque cycle de 2 millilitres kilo. C'est-à-dire, si mon enfant a 10 kilos, je dois avoir un liquide de drainage supérieur de 10 millilitres par rapport au liquide d'infusion. Et là, c'est une technique très, très simple, très, très rudimentaire pour juger ma qualité de dialyse. Bien sûr, à côté des bilans sanguins qui vont me dire, voilà, il y a la diminution du potassium, la diminution de l'urée et l'amélioration de l'état clinique. Alors, avec l'expérience, le premier signe d'une bonne évolution, c'est que l'enfant demande à manger. Il demande son biberon. Là, je sais que je suis au bout du tunnel et que j'ai fait mon travail correctement. Maintenant, il est tout à fait logique de se poser la question, quand est-ce que j'arrête cette technique? Quand est-ce que l'enfant a récupéré de son insuffisance rénale aiguë ou bien il n'est plus en urgence de dialyse? Ici, il faut juger le rein. Si le rein natif, c'est-à-dire la clairance du rein, est supérieure à 20 millilitres minute par 1,73 m de surface corporelle, c'est-à-dire que cet enfant, avec ses reins natifs, il peut tout à fait subvenir à ses besoins métaboliques. Et on la calcule avec la formule suivante. Donc, on va collecter les urines des 24 heures, on va doser la créatinine dans les urines des 24 heures. Donc, on va faire la clairance la plus logique, c'est-à-dire on va déterminer la créatinine qui est éliminée dans les urines, divisée par la créatinine initiale qui est la créatinine plasmatique. Et si elle est supérieure à 20 millilitres minute, ici, je sais que les reins natifs de mon enfant ont redémarré s'il s'agit d'insuffisance rénale aiguë et qu'il peut vivre sans dialyse péritonéale aiguë et qu'il y a de grandes chances qu'il récupère complètement.
notre expérience. Je vais vous parler un peu de qu'est-ce qu'on a fait au CHU Bethna, mais aussi au CHU Constantine quand je travaillais là-bas. Donc, nous avons une expérience de 86 enfants. Donc, plus de garçons que de filles. C'est tout à fait logique parce que c'est les garçons qui ont plus de malformations urinaires, hein. Donc, on a eu des enfants de tout âge, mais surtout les enfants très jeunes, c'est-à-dire inférieurs à 2 ans. Ces enfants, bien sûr, présentaient des urgences de dialyse et ils avaient un âge qui était très jeune, donc ils avaient des poids bas. Et ces poids bas étaient un problème, comme je vous ai dit, dans la technique d'hémodialyse. Donc l'hémodialyse en Algérie n'était pas accessible à ces enfants-là. S'il n'y avait pas la dialyse péritonéale, ils seraient morts. Donc, l'indication de la l'ADP aiguë était surtout à cause du manque de matériel. On n'a pas en Algérie un matériel adapté pour dialyser des enfants dont le poids est inférieur à 15 kilos. Si on le fait, et certains centres le font, c'est au détriment de la survie de cet enfant. S'il y a des parents qui sont intellectuels, qui savent de quoi il s'agit, ils peuvent attaquer en justice et avoir gain de cause. Il faut faire très, très attention à cela. Donc, il faut se couvrir. Donc, les complications de l'ADP qu'on a eues dans notre expérience étaient banales, comme je vous ai dit. La plus fréquente était l'hypocalémie. Et c'est le signe qu'on était efficace. Donc, c'est vraiment encourageant. Donc, les enfants, comment ils ont évolué? On a eu déjà une survie à 95%. Ceux qui ont eu une fin tragique, ceux qui ont décédé, c'était surtout des enfants avec choc septique. C'était des enfants dont la néphropathie initiale qui a provoqué l'insuffisance rénale aiguë ou l'insuffisance rénale chronique, cette étiologie principale était de très mauvais pronostic. Donc, généralement, on sait tout de suite si l'enfant va récupérer ou pas par rapport à sa néphropathie initiale. Bien sûr, un choc septique, c'est pas comme une déshydratation, c'est pas la même chose. Parmi nos enfants, 85 de nos enfants ont récupéré complètement. Donc, 85% des enfants avec insuffisance rénale aiguë peuvent poursuivre leur vie avec une fonction rénale normale. C'est extraordinaire. Donc, on a pu sauver des enfants qui ont évolué, je les vois toujours à ma consultation, avec des fonctions rénales tout à fait normales, ce qui nous encourage tous les jours à faire cette dialyse péritonéale. Maintenant, il y a des enfants avec insuffisance rénale chronique. Ceux-là, bien sûr, ne récupèrent pas. Alors, pour ces patients-là, les 15%, nous les avons tous greffés. Comme vous savez, au CHU Betna, c'est le premier centre de transplantation rénale, que ce soit en Algérie ou au Maghreb. On est les premiers Algériens, les premiers Maghrébins et les troisièmes Africains après l'Égypte et l'Afrique du Sud. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à dialyser, à sauver les enfants en bas âge parce que l'évolution plus tard est favorable. Donc, si je compare notre étude avec des études internationales, il faut savoir que cette technique est utilisée en Afrique par manque de matériel, vous l'avez certainement deviné, mais aussi dans les pays scandinaves. Alors eux, ils sont pour la technique douce, pour la technique naturelle. Ils ont d'excellents résultats. Notre étude est comparable aux résultats des pays nordiques. Alors, si vous remarquez dans ce tableau, les résultats des pays africains sont plus mitigés. Alors pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le matériel de la dialyse péritonéale. Ils utilisent des sondes nasogastriques et pas les cathéters de Tenkov. Ils utilisent des liquides qu'ils préparent eux-mêmes, c'est-à-dire c'est du sérum salé auquel ils ajoutent du calcium, etc. Donc, et du glucose. Donc, c'est vraiment rudimentaire jusqu'au bout, hein. Mais quand même, ils arrivent à sauver des enfants. Même les 30%, je trouve que c'est quand même très courageux et louable. Donc, les taux de survie sont excellents, que ce soit en Afrique noire, que ce soit chez nous ou que ce soit dans les pays scandinaves. Donc, c'est vraiment une technique à adopter parce que nos enfants algériens ont le droit de vivre, ont le droit de survivre. Donc, en conclusion, la dialyse péritonéale est une technique qui nécessite un matériel
très, très rudimentaire, qui est très largement disponible en Algérie. Néanmoins, il nécessite un personnel médical et paramédical motivé. Vous imaginez rester au chevet d'un enfant pendant 24 heures, à faire des échanges chaque 30 minutes ou chaque heure. Donc, c'est un investissement, c'est un dévouement médical. Et je pense que les enfants algériens le méritent amplement. Donc, le choix de l'ADP repose sur l'expertise locale, sur les ressources disponibles et l'état du patient. Donc, tout ça va nous faire pencher vers cette technique pour des enfants inférieurs à 15 kilos, des enfants qui ont un bon pronostic plus tard, que ce soit en insuffisance rénale aiguë ou que ce soit en insuffisance rénale chronique. Et j'ai été très, très contente qu'après toute une période de thèse, pendant une dizaine d'années que je dialyse ces enfants, de voir les techniques que j'utilisais comme ça, de pratique, être écrites noir sur blanc sur des guidelines. Alors, il faut savoir que nous avons participé, que l'équipe, à l'époque de l'EHS d'Arcy, où là où je travaillais, a participé à l'établissement de recommandations de guidelines grâce à Monsieur Fishback, avec lequel je travaille en Zoom très très souvent et qui est étonné de notre expérience algérienne. Donc, on a participé, grâce à cette expérience, à l'écriture et à l'établissement de ces recommandations Cadigo 2014. Voilà, c'est pour vous dire que les Algériens, quand même, ce n'est pas rien. Et merci de votre attention. Sahaftar comme Kamel. Et s'il y a des questions, on est là. Je suis choquée. Est-ce qu'elle n'est pas là? Ah oui. Ah, j'arrête le partage. Alors, où sont ce couteau? Ah, il parle de son. C'est faible. Non, on connaît ma casque. Le son, le son. Je vois les gens, c'est vrai. Ouais. Donc, c'était le problème de son. Il n'y a pas de question. Madame Gougan. Vous avez un problème? Madame Gougan? Vous avez un problème? Oui. Votre sang, bravo. Si vous avez le sang. Alors, Alors, vous avez des questions, hein? Mission. Oui. Vous êtes avec moi. Vous êtes Oui. en train de lire les questions. Oui. D'accord. Donc, vous entamez la partie questions-réponses. Alors, il y a une question. L'avantage et inconvénient de la dialyse à cathéter brachial et dialyse péritonéale. En fait, je l'ai dit dans la communication, c'est la différence entre la dialyse péritonéale et l'hémodialyse. Je vous ai dit qu'en Algérie, on n'a pas les cathéters, ni les filtres, ni les lignes extracorporelles pour dialyser des enfants en bas âge, inférieurs à 15 kilos. Et le matériel entre 15 kilos et 22 kilos sont en rupture très, très fréquente. Donc, si on veut sauver des enfants, il faut apprendre toutes les techniques. Je ne suis pas contre l'hémodialyse. Je suis contre l'hémodialyse avec un matériel non adapté. Je ne prends pas de risque. Tous les enfants, pour moi, sont mes enfants. Je choisis la technique comme si je choisissais la technique pour mon propre enfant. Donc, je ne prends pas de risque. Et quand je prends un risque, c'est un risque mesuré, un risque partagé avec les parents. Je juge que les parents doivent rentrer dans la discussion. Si la dialyse péritonéale n'est pas possible chez cet enfant et qu'on doit quand même le dialyser par hémodialyse, je préviens les parents que c'est une technique dangereuse pour l'enfant parce qu'on n'a pas tel, tel, tel et tel. Donc, il faut toujours être transparent avec les parents. Alors, quelle indication de la dialyse? Alors, la dialyse péritonéale a toutes les indications. L'indication, c'est que est-ce que le personnel médical sur place est assez qualifié pour la faire? En fait, il ne faut pas grand-chose. Il faut juste une motivation. Parce que je vous ai dit, rester avec un enfant au chevet de cet enfant 12 heures, il faut le faire, hein. Donc, il faut avoir un personnel qui est motivé. La dialyse péritonéale est une indication large chez l'enfant.
Normalement, tous les enfants sont sous dialyse péritonéale. Quand je vois les enfants en hémodialyse, comment ils se déforment, comment ils développent des malformations osseuses, j'ai vraiment les larmes aux yeux. C'est pas une vie pour un enfant. Alors, un enfant qui présente une insuffisance rénale passe par la dialyse péritonéale en première intention. C'est une recommandation internationale en dialyse péritonéale pour le préparer à la transplantation rénale. Donc, la dialyse péritonéale est un passage vers la transplantation rénale. Justement, qui a le droit? Alors, qui a le droit de faire l'ADP? C'est tout le monde. Tout le monde a le droit de faire l'ADP pourvu qu'il a un ventre sans cicatrice. C'est la seule condition, l'intégrité du péritoine, parce que en fait, c'est le vrai matériel de la dialyse. C'est la membrane péritonéale et cicatricielle. Là, on ne peut pas faire l'ADP. Donc, mis à part ce problème technique, tous les enfants, tous les adultes, tous les malades peuvent faire la dialyse péritonéale euh, par une équipe quand même entraînée. Est-ce qu'on peut avoir les diapos? Oui, bien sûr, je vais les envoyer à Madame Gouguem. Elle pourra les distribuer, Inch'Allah. Alors, les équipes qualifiées, en fait, il faut juste Vous une pouvez les petite formation. transférer. Vous pouvez les transférer D'accord, directement, hein. D'accord. d'accord. Désolée, je vous écoute. Ah, d'accord. Alors, ils ont posé une question, quelles sont les équipes qualifiées? Alors, les équipes qualifiées, en fait, ce n'est pas les néphrologues, ce n'est pas le pédiatre, ce n'est pas uniquement les réanimateurs, ce n'est pas... En fait, tout le monde peut faire cette technique. Même un généraliste, et encore, ce serait beaucoup mieux que ce soit un généraliste. C'est une technique rudimentaire qui ne nécessite pas un matériel, juste une petite formation, comment introduire, comment drainer, etc. On peut la faire ultérieurement si vous voulez. Je peux vous faire cette formation. C'est très, très banal. En une heure grand maximum, vous aurez entre les mains une technique qui peut sauver des enfants. Alors, la prochaine question, à quelle fréquence on peut faire la DP en cas d'insuffisance rénale chronique du moment où le matériel pour l'hémodialyse n'est pas disponible? Alors, lorsqu'on est en insuffisance rénale chronique, on rentre dans la dialyse chronique. La dialyse chronique en DP, en fait, c'est un échange qui est naturel. Donc, il va suivre l'alimentation. Donc, on va faire un échange le matin après le petit déjeuner, un échange après le déjeuner, un échange l'après-midi après le goûter et un échange le soir. Alors, un échange, ça prend une demi-heure. Donc, l'enfant, il peut aller à la scolarité, il fait sa séance de dialyse péritonéale avant d'aller à l'école, à son retour pour déjeuner, à son retour dans l'après-midi et avant de dormir. Et il y a aussi une technique qui est utilisée en chronique, c'est la dialyse péritonéale automatisée. C'est-à-dire qu'il y a une machine qui est disponible dans la chérie. Alors l'enfant, il vit sa vie le matin le plus normalement du monde. Il fait aucun échange. Le soir, il se branche à cette machine et c'est cette machine qui va faire l'échange. Donc ça s'appelle la dialyse péritonéale automatisée et ça améliore encore plus la qualité de vie. Alors ces machines dans mon centre, en tout cas, on les réserve pour les enfants en scolarité et pour les étudiants en université, etc. Donc, pour les gens qui travaillent, qui ont une vie sociale. En fait, l'ADP, elle permet une vie sociale et une vie scolaire, une insertion dans la société et c'est ça qui est magique. Alors, on nous trouve l'enregistrement. Ah, d'accord. Alors, la prochaine question, c'est la cicatrice d'appendicite. Alors, si c'est un frein, non. La cicatrice d'appendicite n'est pas un frein. Pourquoi? Parce qu'elle est latérale. En fait, même si elle touche le péritoine, elle touche une partie latérale. Là, je vous parle de la cavité. Il ne faut pas qu'il y ait des compartiments dans la cavité, c'est-à-dire une chirurgie avec laparotomie, carrément quelque chose qui touche le grand droit, c'est-à-dire c'est une chirurgie lourde, chirurgie intestinale, etc., une invagination ou autre. Mais appendicite, non. Appendicite, césarienne, ça, non. Alors, quelle est la durée entre deux dialyses péritonéales? Alors,
Dans la dialyse péritonéale chronique, la durée entre échange et échange, c'est 4 heures. Donc, je vous ai dit, le matin, 8 heures, midi, 16 heures, 20 heures. Ça suit l'alimentation. Alors, quand on mange, il y a un apport aigu de toxines. Ce qu'on mange comme des protéines, etc., ça va être dégradé et il y aura une entrée massive de produits azotés, de potassium, etc. Donc, elle suit naturellement cette charge. Si vous avez d'autres questions. Alors, il y a une question qui parle de la durée de la séance par jour. Alors, la séance, elle est au maximum de 30 minutes. Donc, l'enfant, en se préparant pour l'école, il fait sa séance, il fait son drainage et son infusion tout en se préparant à l'école. À midi, il mange et juste après, pour le repos, il fait pendant 30 minutes. Alors, au moment du goûter et avant de dormir. Donc, c'est 30 minutes par échange. Alors, excellente question. Est-ce que tous les patients en DP peuvent tout manger? Oui, oui. Alors, c'est l'une c'est un avantage extrêmement intéressant, surtout pour l'enfant. Je pense que Madame Hedef va être d'accord. Les enfants ont besoin de s'alimenter pour grandir. Ils ont besoin de se développer. C'est pas comme un adulte. Donc, la DP lui permet de manger de tout sans aucune restriction. Pourquoi? Parce qu'on dialyse au moment des repas. Donc, il n'y a pas l'augmentation des déchets urémiques dans le sang et l'enfant peut prendre tout ce qu'il veut. Il faut voir un enfant avant et après dialyse péritonéale. Il s'épanouit, il grossit, il a les joues roses. C'est quelque chose qui est vraiment magique. Alors, il y a une question par rapport à la transplantation rénale. Alors, il demande par rapport aux donneurs. Alors, les donneurs en Algérie, c'est à partir de 20 ans jusqu'à pas d'âge. Alors, la seule condition, c'est qu'il ait des reins de bonne qualité. Alors, pourquoi 20 ans? C'est par rapport à l'âge légal. Mais en tout cas, je vous dis, dans mon centre, j'utilise pas 20 ans. Je, je dépasse les recommandations nationales, je prends 25 ans. Pourquoi? C'est une conduite personnelle, hein. Pourquoi j'utilise 25 ans? Parce qu'il y a des pathologies héréditaires qui apparaissent avant l'âge de 25 ans. C'est très difficile de dire qu'un adulte de 20 ans est complètement indemne de pathologie rénale à cet âge, alors qu'il y a des pathologies héréditaires qui peuvent apparaître entre 20 ans et 25 ans. Donc, pour être à l'aise et pour ne pas créer d'autres malades en insuffisance rénale, je prends des donneurs à partir de 25 ans jusqu'à 75 ans. Je prends tout. Alors, une autre question, s'il vous plaît, pourriez-vous me clarifier? Vous avez dit que la durée de la séance est de 30 minutes. Pourquoi vous avez mentionné l'équipe motivée? Ah, alors, j'ai parlé de 30 minutes pour la dialyse péritonéale chronique, c'est-à-dire chez l'insuffisance rénale chronique. La dialyse péritonéale en urgence, c'est-à-dire il a une situation d'urgence, il a une hypercalémie, hyperurémie, anurie, il a un problème qui peut le tuer sur place. Ici, il faut faire les échanges, comme je vous ai dit dans la technique, chaque 30 minutes. Alors, pour l'hypercalémie, il faut faire des échanges chaque 30 minutes. Et pour la dialyse chronique, c'est 8 heures, midi, 16 heures, 20 heures. C'est pour ça qu'il faut une équipe motivée. Vous imaginez un médecin qui reste 12 heures avec son patient. Mais quand même, on arrive à le faire. Alhamdoulilah. Alors, pour la DP à domicile, attendez, ça a sauté. Pour la DP à domicile, il n'y a pas plus grand risque d'infection. Non, 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 il n'y a pas de risque d'infection. En fait, l'enfant et les parents sont enseignés. Alors, ils rentrent à l'hôpital, ils viennent pendant 2 jours. On leur apprend la technique avec toutes les mesures d'hygiène. Alors, il s'agit de quoi? Il faut mettre une bavette, se nettoyer les mains et faire des échanges d'une manière à ne pas avoir un contact entre l'air et le péritoine. Donc, c'est une technique qui s'apprend et tous les parents le font et on n'a pas de péritonite pour autant, hein, surtout pour les patients qui ont un niveau, c'est-à-dire il y a des chambres, une chambre qui peut être
fermé pour ce patient, etc. Non, on n'a pas beaucoup de péritonites. Généralement, la fréquence des péritonites, c'est une par année. Et ça se traite en 7 jours d'antibiotiques en intrapéritonéal et à la maison, hein. Il n'est pas hospitalisé. Alors, désolé, qui possède qui procède à la mise en place de cathéter d'épée. Alors, cathéter d'épée peut être proposé aux chirurgiens et doit être posé par les chirurgiens ou bien par les néphrologues ou bien les réanimateurs. Alors, il faut savoir que pour l'adulte, les néphrologues posent les cathéters. Pour l'enfant, c'est un peu délicat parce qu'on a peur des complications quand même. C'est un enfant. Donc, on préfère pour l'enfant laisser le chirurgien. Comme ça, on est plus sûr. Alors, quel type de pathologie héréditaire avant 25 ans? Alors, il y a la polykystose. La polykystose, elle peut apparaître après 20 ans, les kystes. Et puis, il y a des kystes récessifs. Donc, il faut faire très attention à ça. Il y a des maladies enzymatiques. Il y a des maladies métaboliques. Donc, tout ça peut apparaître avant 25 ans. Il faut faire très attention. Et même, on a tout éliminé, il faut toujours surveiller ses donneurs. On ne sait jamais, surtout lorsqu'il y a plusieurs patients en insuffisance rénale dans la famille. On suspecte une maladie héréditaire dans ce cas. Il faut faire très attention. Un donneur, c'est le patient le plus précieux en médecine. Pourquoi? Parce qu'il rentre dans un bloc en ayant une santé de fer, parce que le bilan pré-greffe, il détermine que ce donneur est en pleine santé. C'est obligatoire. Donc, c'est un patient précieux qui fait don de sa chair. Donc, il faut vraiment le surveiller. Pour moi, il est plus important que le receveur. Alors, oui, 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 on laisse le liquide 30 minutes lorsqu'il s'agit d'une hypercalémie et 60 minutes lorsqu'il s'agit d'une hyperurémie. Tout dépendra du poids moléculaire de la molécule. Comme le potassium est plus petit, 30 minutes, ça suffit. Maintenant, le liquide de dialyse est saturé à 30 minutes. Et l'urée, c'est à 60 minutes, parce qu'il est plus gros que le potassium. Alors, la prochaine question, en cas d'infection du cathéter de DP, est-ce qu'on doit faire l'hémodialyse comme... Non, 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 pas du tout. Alors, lorsqu'on a une infection, une péritonite, ça se traite avec les échanges. On met l'antibiotique dans le sachet de liquide de DP et on rentre à l'intérieur du péritoine, comme c'est une membrane où il y a des échanges. L'antibiotique va nettoyer la membrane et on guérira la péritonite sans arrêter la dialyse péritonéale. Et ça se traite en 7 jours. Donc, on donne au patient le médicament, il le prend chez lui, on lui dit, voilà, il faut mettre telle dose, telle quantité, on leur apprend très, très bien. Et il fait ses échanges le plus normalement possible. Ce qui change, c'est qu'à l'intérieur du liquide, il met des antibiotiques avec une dose bien précise et ça guérit très, très, très vite. En fait, les signes cliniques disparaissent au bout de 24 heures. Et on continue jusqu'à 7 jours pour une élimination complète du microbe. Donc, non, non, ça, on n'arrête pas l'ADP pour une péritonite. Pas du tout. Donc, on va essayer de partager les slides. Euh, Madame Gougem? Madame Gougem? Je suis Madame avec vous, Gougem? j'arrivais pas à utiliser mon micro. Je suis avec Ah, vous. d'accord. Madame Gougem, s'il vous plaît, on n'arrive pas à partager les slides. Écoutez, Il y vous a un allez en souci. bas, regardez au niveau du chat de la réunion. Vous allez vers le bas, vous trouvez un carré, un petit carré. Dans le carré, Fichier. c'est mentionné fichier. OK. Votre ordinateur. Et au niveau du fichier, قلت لها ما قلت au لها niveau du fichier, Je crois que c'est bon. c'est bon. Ok, je vais vérifier, envoyez-le et je vais voir s'il arrive. صح. Envoyez-le à tout le monde. Alors, si un patient est sous hémodialyse et présente un problème au niveau de sa fistule, la dialyse péritonéale est-elle indiquée dans ce cas? Oui, oui, oui.
Alors, lorsque un patient en hémodialyse a épuisé ses abords, ça veut dire qu'il a fait toutes les fistules possibles. Généralement, c'est trois dans chaque bras. Et que tous ces vaisseaux sont bouchés. Et ça, c'est une situation qu'on voit de plus en plus parce que les hémodialysés vivent longtemps, vivent vraiment longtemps. Donc, en fin de capital vasculaire, l'ADP est la seule dialyse possible. Donc, on peut prolonger la vie de ce patient avec la dialyse péritonéale. Oui, oui, c'est tout à fait possible. Alors que les recommandations indiquent l'inverse. Alors, les recommandations internationales recommandent de commencer par la dialyse péritonéale. Alors, vous allez me dire pourquoi? Parce que eux, ils réfléchissent autrement, ils réfléchissent monnaie. Alors, la dialyse péritonéale étant beaucoup moins chère que l'hémodialyse, elle commence avec l'ADP en attendant que ce patient ait un organe. Comme vous savez, eux, ils ont la liste d'attente de reins de cadavre. Donc, s'il a la chance d'avoir un rein, il ne passera pas par l'hémodialyse et c'est très économique pour la société parce que eux, ils réfléchissent vraiment argent. C'est l'économie de la santé, hein. Alors, une autre question, est-ce que le don de rein, de cadavre, est d'actualité en Algérie? J'aimerais bien. Ça, c'est mon rêve, franchement, voilà. Malgré qu'en Algérie, il faut savoir que la transplantation à partir de donneurs vivants, elle a des meilleurs résultats, hein. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Les Français nous envient, hein. Quand j'étais dans le colloque France-Maghreb, ils nous envient vraiment. Mais le problème, c'est qu'il y a certains patients qui n'ont pas de donneur. Par exemple, les patients ABO incompatibles. La maman est O, le papa est O, et par exemple, la maman est B, le papa est AB et l'enfant sort B. Donc, le problème, c'est qu'il y a une incompatibilité ABO et cet enfant n'a pas la possibilité de recevoir des reins de ses parents. C'est vraiment dommage. Ces enfants n'ont pas déçu. Alors, le cadavre pourrait vraiment régler le problème, vraiment. Mais en Algérie, vous savez, à Betna, nous avons fait toute une caravane. On est parti vers les villages, on est parti vers toutes les petites maisonnettes aux alentours de la wilaya pour leur expliquer que la loi le permet, que Din, el fatwa le permet. Mais les Algériens, ils sont assez réticents à cette idée. On a fait de notre mieux, vraiment. Beaucoup de pubs, beaucoup de vidéos, mais c'est une réticence de peuple algérien. Je ne sais pas, est-ce qu'elle est, elle est religieuse ou bien sociale, mais en tout cas, les Algériens ne veulent pas donner les reins de leurs parents décédés. Alors, surtout avec le nombre de morts sur la route, oui, vraiment, c'est dommage, vraiment dommage, parce qu'il faut savoir, il y a des personnes qui n'ont pas de donneur, parfois des enfants. D'ailleurs, dans ma liste de reins de cadavre, pour les patients qui nécessitent un rein de cadavre, les trois premiers sont des enfants, et ça me remplit de tristesse parce que chaque jour, il y a 2 à 3 morts encéphaliques dans notre CHU. On contacte les parents, on essaie de leur parler, on ramène un imam aussi. On a une avocate ici qui leur montre la loi, mais ils sont extrêmement réticents. Peut-être que c'est une question de culture. Il faut d'abord que ça rentre dans les mœurs. J'avais proposé à l'ANG, l'Agence nationale des greffes, une solution, en fait, à mon avis, hein. Vous souvenez des pubs avant le journal de 20 heures? Celui sur la vaccination, sur le Javel dans l'eau. Moi, j'ai vécu toute mon enfance avec ces pubs-là. Et j'ai toujours ce souvenir. Moi, j'avais proposé de mettre la même chose, le même principe pour le don d'organes. Au moins, lorsque كما نقول المواطن الجزائري qui chauffe la publicité est dans la chaîne nationale, il va croire, il va comprendre que c'est quelque chose de légal, que Doula est d'accord et peut-être que ça va donner des oui tant attendus lorsque on aborde les parents. Inch'Allah, Inch'Allah, j'espère que ça va.
ça va aboutir. Ils sont en train de filmer cette pub. Inch'Allah, on va la voir et les Algériens vont changer d'avis. Alors, ces projets de texte de loi qui traînent depuis plusieurs années et personne ne veut prendre. Alors, si la loi a été signée maintenant, alors comment ils appellent ça? Le décret exécutif, truc comme ça. La loi est passée par toutes les étapes. Il reste une signature pour l'appliquer. C'est le truc d'application, un truc comme ça. Donc, normalement, ça ne devrait pas prendre du temps. Mais comme vous savez, changer une lettre dans la loi algérienne, ça prend énormément de temps. C'est vrai. On attend la signature depuis 2020 quand même. Et il faut savoir que c'est pas que quand même ils réfléchissent autrement. Eux, ils ont peur du trafic d'organes, vous savez, parce que ouvrir une porte comme ça en Algérie, ça pose problème parce qu'on a vu qu'est-ce qui se passe en Jordanie, on a vu ce qui se passe en Égypte. Il faut savoir qu'en Égypte, on enlève, comment on appelle ça? يختطفوا الأطفال يختطفوا ناس pour le trafic d'organes. Donc, on ne veut pas arriver à ce niveau-là. Aussi en Jordanie, c'est le même problème. Ils peuvent acheter des donneurs. Donc, pour éviter le trafic d'organes, la loi algérienne est très, très rigoureuse. C'est vraiment pas un défaut, hein. Lorsqu'on voit ce qui se passe chez nos frères d'autres pays musulmans. Qui est en cours de téléchargement, hein, on a trouvé la solution. Alors, Eh, c'est bon. voilà. C'est bon. Ça y est, il est Transplantation rénale. On a répondu à toutes les questions. Comme ça, on va préparer la formation de la semaine prochaine. Qui peut donner en Algérie? Alors, qui peut proposer son rein en Algérie pour un malade donné? En Algérie, il n'y a pas, comme à l'étranger, une large possibilité. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, une amie peut donner à son amie. C'est vraiment très ouvert. Une personne sur Internet, elle peut vous donner un rein. Et ça, c'est pas acceptable chez nous. Je vous ai dit, ils veulent vraiment protéger l'Algérie du trafic d'organes parce que c'était le problème en Égypte, le problème en Jordanie, en Turquie. C'est devenu un tourisme d'achat. Il y a des étrangers qui partent là-bas pour acheter des reins sur commande. Donc, c'est pas humain, c'est pas éthique. Donc, en Algérie, la loi de l'Agence nationale des greffes a déterminé que c'est les ascendants, ça veut dire le papa, la maman, les grands-parents et les descendants, les enfants du malade et les collatéraux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ses frères, ses cousins, ses tantes, ses oncles, que ce soit paternel ou maternel. En fait, on peut aller jusqu'au cousin du troisième degré. Quand même, on est assez large. Et il y a aussi la nouvelle loi qui permet à l'épouse de donner à son mari et vice-versa. Alors, dans la loi algérienne, ils le permettent sans condition. Chez nous, à Betna, comme on est quand même à l'intérieur du pays, et j'ai peur vraiment des problèmes conjugaux, des pressions des maris, de la famille, etc. Donc, on a imposé une loi qui est propre à nous, hein, c'est pas la loi algérienne. Donc, on a proposé que le couple soit au moins vieux de 2 ans, c'est-à-dire qu'ils ont au moins une vie commune de 2 ans et au moins un enfant. On se dit quand même, avec un enfant et une vie conjugale, il y a moins de risques
qui lui volent un rein, parce qu'on a vu, hein, on a vu beaucoup de problèmes de ce type, où des hommes ont épousé des femmes juste pour leur donner un rein. Et c'est catastrophique. Hmm. On n'arrive pas à le... Oui, il y a un Il y problème a de un échec connexion. de... Alors, شوفي est-ce qu'on peut prendre ابعتيها des لي repas ابعتيها لي avant? ابعتيها لي. D'accord. Alors, la question suivante, est-ce qu'on peut prendre des repas avant la séance de dialyse? Alors, de dialyse péritoniale ou hémodialyse? Alors, je vais répondre pour les deux. En hémodialyse, on prend un repas au moment de la séance, pendant la première heure de la séance. La séance, elle dure 4 heures. Donc, on prend un repas, ce qu'on veut, hein, pendant la première heure. Comme ça, on va calculer le temps de la digestion, du passage des toxines et ça va être épuré. En dialyse péritoniale, on prend un repas quand on veut et ce qu'on veut et tout au long de la journée. Il n'y a pas de restriction. La deuxième question, comment entretenir le cathéter de dialyse péritoniale? Il s'entretient tout seul. Avec les échanges, il y a un liquide qui rentre et qui sort. Ce liquide va entretenir le cathéter. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas un protocole en plus. Hmm. Madame Gougam, je vais vous envoyer par mail. Yakhé. Je vous envoie par mail pour que les gens... Vas-y, vous pouvez le diffuser. Vous profitez tant que les gens sont présents. Je vais partager. ايش ما بغاش فما محطوط وانا يسيب بصح يشاف ضوء فين هاي في بلاصه هو قاعد يعاود في الشات محطوط بعدنا في الشات سنة كما نشوف Ah, l'enregistrement, je sais pas. D'accord. C'est pas grave, vous me l'envoyez là, ils vont pas. 20 ans sous dialyse péritoniale. Alors, tout dépend de la qualité du péritoine, c'est-à-dire que de l'adhésion du malade. Plus il adhère à la technique, plus il va l'utiliser d'une façon correcte et plus il va préserver son péritoine. Mais en moyenne, la dialyse péritoniale, elle peut rester 12 ans. Je vous ai dit que c'est une transition à la transplantation rénale. Alors, pourquoi elle est aussi importante chez l'enfant? Tout simplement parce qu'en Algérie, surtout le problème avec le donneur vivant, donc il va généralement recevoir soit le rein de sa mère, soit le rein de son père. C'est les situations les plus fréquentes. Alors, il s'agit de mettre un rein d'adulte, genre 12 centimètres, dans un abdomen d'un tout petit bébé, d'un enfant. Généralement, l'abdomen intérieur, il a 12 centimètres. Donc, pour le mettre à l'intérieur, c'est délicat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On utilise la dialyse péritoniale, et ça, je vais le dire, Inch'Allah, la formation dans la semaine prochaine. Comment augmenter le volume abdominal d'un enfant dans le but de recevoir un greffon grâce à la dialyse péritoniale. Ça nous a permis, pour l'équipe de Betna, de greffer un enfant de 10 kilos. Alors, 10 kilos, c'est un tout petit bout de chou, hein, un tout petit enfant. Et c'est grâce à la dialyse péritoniale, on a préparé la place à ce greffon. Et alhamdoulilah, il va très très bien. Il est à 2 ans maintenant. Il est à 2 ans de greffe et tout se passe bien, alhamdoulilah. Et grâce à la dialyse péritoniale qu'il a déjà sauvé de la mort dans la période néonatale, alors c'est un enfant qui a eu une insuffisance rénale chronique déclarée à l'âge de 1 mois. Donc on l'a dialysé, on l'a fait grandir jusqu'à l'âge de 2 ans et demi. Et lorsqu'on a jugé que l'abdomen était assez gros pour recevoir le rein de sa maman, c'était la maman qui était la donneuse, ben on l'a greffé. Alhamdoulilah, pour l'instant, il grandit et à mon grand bonheur, il rentre à l'école. Il a
alors, في التحضير يعني, mais c'est un bon élève et je garde toujours contact avec lui. Il vient à la consultation, il grandit et c'est un bonheur qui n'a pas eu lieu sans dialyse péritonéale. Alhamdulillah. Euh, 86 ou 87, je ne me souviens plus, mais c'était dans les alentours de ces chiffres-là. Et grâce à la plasmaphéreuse et l'immunoglobuline, et dans certains cas, on va aller jusqu'au rétuximab. Madame Gauguin, le fichier est lourd, hein, ça prend du temps. Alors, pour ceux qui sont intéressés, je fais des formations pour la dialyse péritonéale chaque année. J'ai des généralistes qui viennent me voir au CHU Betna pour une durée de 3 jours. On leur explique la technique, on leur apprend la technique. Et grâce à ces formations, alhamdoulilah, il y a des patients Aloued, Mriyar, Msila, on a eu aussi de Oum El tous ces enfants ont été sur place. Alors, parfois, c'est des généralistes et parfois, c'est des pédiatres. Alhamdoulilah, cette technique est en train d'être élargie et comme ça, on pourra sauver des enfants d'une façon beaucoup plus fréquente et ils n'auront pas à se déplacer dans un CHU pour être pris en charge. Alors, quand je prends la décision de mettre le patient sous immunosuppresseur, alors, les immunosuppresseurs en transplantation rénale, tous les patients en transplantation rénale sont sous immunosuppresseur. C'est obligatoire. C'est un organe qui n'est pas HLA identique. Donc, on est obligé de mettre des immunosuppresseurs. C'est obligatoire. Maintenant, le choix des immunosuppresseurs, tout dépendra des mismatchs. Ça veut dire qu'il y a combien de différences de HLA entre le donneur et le receveur. Donc, c'est un calcul. D'ailleurs, je vais en parler en détail dans Vous êtes la en train prochaine formation pour la d'avancer les transplantation. choses. Vous êtes en train d'avancer les choses, non? Ah oui, oui, oui. Ah, Moi, j'aurais aimé. alors, la deuxième. Allez-y, allez-y. Allez-y. Alors, la deuxième, comment peut-on vous contacter pour cette formation? Alors, la formation, je précise, elle est gratuite. Je la fais d'une façon bénévole. Chaque année, je vais contacter Madame Gougem lorsque je vais la faire. Normalement, elle est prévue après l'Aïd el-Kbir. Ça dure 3 jours. C'est au CHU Betna. Et vous êtes tous les bienvenus. C'est un honneur pour nous, mais par contre, il faudra préparer toute une organisation pour que ça rentre dans le plan national. C'est-à-dire que vous avez l'habitude de la faire toute seule, mais il serait intéressant pour vous et pour nous, afin de vous aider et de coordonner, de vous rapprocher de nous bien avant l'Aïd, bien avant, lors de début de la préparation. Vous envoyez un courrier au du CHU et on essaiera de travailler ensemble. Madame la directrice, on va essayer de vous aider pour avoir beaucoup plus de monde. بعتيليش la communication, ما بعتوليش كنتي كي هذا. Est-ce qu'elle est en PDF? راهي sa تمشي première راهي question. هاد الشيء راه يددش. On n'arrive pas. Elle Exactement. يددش. C'est le mot qu'il faut dire.
est-ce que le nombre d'enfants qui est touché est très important? Ah Je sais oui, que Madame vous l'avez Gougen. dit au Oui, oui, début. oui. Pourquoi je cherche à insister? C'est pour que tout le monde, qui est les 125 personnes qui sont là, participants qui sont là, prennent la peine d'enregistrer. Il faut que tout soit enregistré. On a l'art de travailler, mais peu de gens, s'il n'y a pas d'études, s'il n'y a pas de mémoire, s'il n'y a pas de la force, il n'y a pas de chiffres. Et ça devrait Exactement, surtout pour exister. l'insuffisance rénale aiguë. Et avec ça, vous voulez, par exemple, vous allez dans X région, on va pas dire maintenant, on va dire, je ne sais pas, à côté Biskra, vous serez là où il y a un manque justement de néphrologues, ils n'ont pas de néphro. D'ailleurs, je vous avais demandé de vous rapprocher de cette équipe et lui aussi, je lui ai demandé de vous rapprocher de vous parce il y a un manque, il y a un grand besoin. Par exemple, si on prend cette région, Ma- si vous voulez faire Madame une Goukem, étude, les enfants de oui, Beskara, les enfants de Beskara sont chez nous. Ils viennent chez nous. justement, et d'accord, ils sont chez vous, mais dans le relais et dans la continuité, les gens de Biskra doivent connaître ces enfants. Oui, exactement. Ils doivent vous suivre dans les démarches. C'est ça le rôle de la base. Le rôle de la base, c'est de vous aider. Vous vous donnez, vous faites la prise en charge, mais en parallèle, il y a des démarches que le médecin de Biskra doit suivre pour vous aider à la prise en charge de ses enfants. Et Jet, Exactement. Et c'est pour ça que je tiens particulièrement à cette formation annuelle, parce que on a des bons échos. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont sauvés chez eux. Parce que pour qu'un enfant de Mriyar ou de Loued fasse 8 heures de route pour arriver chez moi pour une urgence, ça me détruit, franchement. Il exactement, faut que l'enfant exactement. algérien soit pris en charge là où il habite. Et je suis vraiment volontaire pour partir faire la formation chez tout le monde. Il m'avait dit qu'il avait besoin et qu'il allait vous appeler. Je vais le rappeler. Je vais le rappeler. Alors, il y a une Vous question, combien m'infliger, d'enfants? euh, Alors, il y a une question, combien d'enfants qui ont bénéficié de l'ADP en Algérie? Alors, en matière d'insuffisance rénale aiguë, il y a eu 175. 175, dont 86 faits par mes soins. Et en dialyse péritonéale chronique, au jour d'aujourd'hui, il y a 58 enfants. Pourquoi 58, un chiffre bas? Parce que ces enfants sont greffés. On ne laisse pas l'enfant en dialyse péritonéale. Donc, et c'est une transition. Donc, il y a toujours du mouvement, des entrants, des sortants de la l'ADP chronique. bon, moi je suis obligée de bouger, professeur. Je suis obligée de D'accord. bouger. Je suis en train de Merci, pivoter Madame entre Gougam. vous. D'accord. Je vous laisse continuer. Moi, le téléchargement, ça y est, il est fait. Très bien. Il est passé, hein, votre téléchargement. OK. Je vous laisse continuer entre vous et je reviens. D'accord, Madame Gougam. Parce que vous êtes une centaine. Généralement, la formation, elle se fait pour une trentaine de personnes. Mais s'il y a lieu, on peut la faire 2 fois par an. Il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est un plaisir de vous recevoir. Dites-moi, est-ce que la population ici présente, c'est des spécialistes ou des généralistes? Je vous avais dit au début, essayez de me noter, que j'ai un aperçu, c'est analytique, c'est important pour nous dans le domaine de la formation. Un ou deux personnes, est-ce qu'ils peuvent nous noter si c'est des spécialistes ou des généralistes? Pour qu'on sache. Même par rapport au stage, c'est différent, c'est des généralistes. Est-ce qu'il y a des spécialistes? Est-ce qu'il y a des néphrologues déjà? Ou des pédiatres?
Il y a des réanimateurs, très bien, il y a des pédiatres. Ok, d'accord. Il reste que votre famille, les néphrologues, les médecins. Ah ouais, professeur, il n'y a pas les néphrologues. Oui. Ah bah, il faut qu'ils connaissent la technique. On apprend toujours. On apprend toujours. Et puis c'est intéressant d'échanger. Si j'étais là, ils Exact. auraient posé d'autres questions avec un autre échange d'informations. Madame Gougam, on parle dans tous les congrès. Je pense qu'ils la connaissent très bien. Je leur montre les photos des enfants avant, après, après transplantation à l'école. C'est-à-dire, ils Moi, ont je vais tous vous les poser la détails. question autrement. Si on vous demandait quel est le rôle exact, qu'est-ce que vous attendez du rôle exact du médecin généraliste, qui est au niveau de la base? Le médecin généraliste, comme vous savez, Madame Gougam, dans certaines régions, il n'y a pas de spécialiste. Il y a parfois même pas de pédiatre, néphrologue, encore pas du tout. Donc, un généraliste, finalement, c'est lui qui est face à ses enfants en urgence de dialyse. Et s'il peut gérer au moins l'urgence, pour que l'enfant ne meure pas, parce que ce qui me tue, c'est quand je reçois un fax d'un enfant en urgence et le temps qu'il arrive chez moi, il meurt. Ça, c'est horrible. On est en 2024. Comment un enfant algérien peut mourir d'une insuffisance rénale? C'est désolant. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur les généralistes, surtout les généralistes des EPH, parce que c'est eux qui sont en contact avec ces enfants-là. Ça serait bien que les généralistes apprennent la technique et qu'ils la développent, qu'ils la pratiquent, au moins qu'ils sauvent ces enfants au moment de l'urgence, et puis je les prends en charge après, il n'y a pas de souci. Mais avoir un enfant algérien mourir de cette manière, c'est Je c'est suis désolant. médecin généraliste au niveau de Janet. Elle dit, ouais, j'ai un Mais ça enfant tombe comme bien, ça que je dois voir en urgence. Quels sont les ça, ça- premiers gestes? Énumérez-moi les premiers gestes que je dois faire. Énumérez-moi rapidement. Je sais que vous en avez parlé, mais énumérez-moi rapidement les premiers gestes abordables. Abordables, je précise parce que je n'ai rien du tout, que je peux faire avant d'entamer mon transfert. Alors, c'est très bien que vous parlez de manque de matériel. Vous savez, l'ADP n'a pas besoin d'un matériel extraordinaire. Il faut juste le prévoir. C'est-à-dire, il faut contacter. Je vais vous donner le contact avec un laboratoire qui propose le matériel d'une façon gratuite. Donc, si vous avez un cathéter sur place, cathéter de DP sur place, vous pouvez tout faire. Un chirurgien, je pense qu'il est disponible dans tous les EPH, malgré que, bon, pour les spécialistes, c'est un peu délicat, mais un chirurgien, il existe dans tous les EPH. Un chirurgien adulte peut mettre un cathéter chez un enfant, hein. Il n'y a pas de souci, c'est comme un drain, c'est la plus banale des techniques. Il y a des Donc, il met le généralistes qui cathéter. le font. Pardon? Il y a des généralistes qui le font. Exactement, il y a des généralistes qui le posent. Donc, il y a vraiment, vraiment possibilité de l'effectuer à Tataouine. Donc, croyez-moi, il n'y a pas de souci. Moi, je voudrais, mon rêve est de faire apprendre cette technique à tous les médecins généralistes du Sud. Parce que c'est là où j'ai des problèmes. Des enfants qui prennent 12 heures pour arriver, Nashin Sara, et ils meurent en route. Je crois que c'est les pires expériences de ma vie. C'est recevoir un cadavre d'enfant. Donc, donc c'est pour ça que je suis aussi motivée dans cette technique et que je le fais volontiers, d'une façon gratuite et avec beaucoup de volontariat. Est-ce que vous avez déjà fait... Bon, vous m'avez donné le premier point. Je vois mon enfant, je lui mets un cathéter et après. Je commence la technique. C'est pour ça qu'il faut être formé. Est-ce que vous avez déjà fait, comment on appelle ça? Est-ce que vous avez déjà fait à votre niveau un enregistrement concernant cette technique? Oui, oui, oui. Je peux le partager avec vous, Madame Gougem.
Ça serait intéressant de l'avoir. Je leur donnerai la prochaine fois. Vous me l'envoyez par mail, je leur donne à la prochaine séance D'accord. du 25, c'est ça. Inch'Allah, oui. Inch'Allah. Ça serait intéressant qu'il l'ait. Ça vous permet de transmettre l'information et eux de, comme vous le dites si bien, de faire les premiers gestes au lieu de sans se cramper. Les résidents aussi, de pédiatrie, des résidents de néphrologie. Alors pourquoi je vise les résidents majeurs? Parce que je sais qu'ils vont partir en service civil. Et lorsqu'ils partent au service civil, ils vont faire apprendre aux médecins généralistes. Donc, j'essaye de diffuser cette technique avec tous les moyens que j'ai. Donc, mes résidents, à chaque fois qu'il y a une génération, ils apprennent là où ils partent faire service civil. Les pédiatres, les résidents pédiatres, c'était à Darcy, j'en ai formé à Darcy. J'ai formé au niveau de Mansoura. Je les salue, c'était vraiment des solides partenaires. Le CHU aussi, parce qu'il y a deux services de pédiatrie à Constantine. Et ici, Inch'Allah, c'est l'un des buts, c'est de former à chaque fois une génération de médecins qui partent, peu importe la spécialité, hein, qui partent faire le service civil et à leur tour, sur place, former les généralistes. Et comme ça, même avec leur départ après, la technique va rester ancrée. Là, C'est vous comme ça qu'on pouvez leur va donner apprendre. votre mail. Vous pouvez noter votre mail, hein. Vous pouvez D'accord. noter votre mail. Ça permet de laisser les gens en contact avec vous. Nous sommes là pour assurer un intermédiaire en dehors de la formation continue. Il est intéressant de créer un lien dans toute rencontre, d'ailleurs. Même si la rencontre est virtuelle, hein. Voilà. Maghal, pour toucher tout le monde, il n'y a pas mieux que la visio. On ne peut pas favoriser une wilaya par rapport à une autre. C'est ça notre souci. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah, j'avais vu une question ici. À le cadre de la santé et ISPS, principal en dialyse péritonéale, est-ce que Bien. le paramédical est habilité à faire ces gestes? Oui, oui, bien sûr. Quand je suis venue à Betna, comme j'avais pas beaucoup de... En fait, il n'y avait aucun spécialiste pratiquement. Il y avait que Mhm. des généralistes et des paramédicaux. Alors, j'ai appris la technique aux paramédicaux. Je vais vous envoyer la vidéo. C'est quelque chose de rudimentaire. Ça a été utilisé par les Égyptiens في وقت فرعون. Donc, c'est une technique basique et avec laquelle on peut sauver des vies. C'est l'une des premières techniques d'épuration, avant Donc, même c'est l'avènement de intéressant. l'hémodialyse. Donc, c'est intéressant de toucher les wilayas qui n'ont pas de personnel, assez de personnel pour leur transmettre ce genre Oui, dans mon service, d'informations. c'est les infirmiers qui le font, hein. C'est ça. Pourquoi je pose ce genre de questions? Ce n'est pas qui fait quoi ou la roche. C'est juste pour marquer en rouge ce genre de synergie, ce genre de coordination entre nos équipes qui sont à la base. Oui, oui. Et je salue en passage l'équipe de l'HS Darcy Constantine. Ah, mes amis d'autrefois. Ils ont Ah, beaucoup, beaucoup vous travaillé êtes de pour l'enfant. Constantine, Beaucoup. vous êtes de Constantine. C'était les plus belles années. Comme ça, c'était une superbe équipe. Elle m'a beaucoup, beaucoup aidé pour sauver des enfants qui aujourd'hui sont greffés. Donc, ils ont fait beaucoup de bien pour la société. Moi, j'invite ces chers paramédicaux à fortifier leur connaissance auprès des autres qui n'ont pas la possibilité qui n'ont pas eu la chance de faire ce genre de gestes. Et aussi, s'ils sont dans l'enseignement paramédical, essayez pour les stagiaires paramédicaux, de les impliquer dès maintenant, ces stagiaires, pour Exactement. que dans le futur, une fois qu'ils seront dans des régions éloignées, ils pourront contribuer. Je pense qu'on est à la fin. On ne va pas vous retenir encore plus que ça, parce qu'il n'y a pas de questions. Je vous laisse dire le dernier mot. Moi, je vous dis salut. Je vous laisse dire le Merci dernier mot. beaucoup. Merci beaucoup, Madame Gougam.
Et j'espère vraiment, vraiment qu'on va sauver tous les enfants algériens, qu'on va greffer ceux qui nécessitent et qu'on va redonner le sourire aux mamans parce que ça, c'est extraordinaire. Et voilà, ça haftorkom. J'espère que